Ce jour-là, je suis resté tout l'après-midi chez lui. J'avais eu besoin autrefois de couper les ponts. Ce dimanche, j'ai constaté que ce serait toujours là, ce courant, cette immédiate intelligence entre nous, cette intuition chacun des pensées de l'autre. Revenu avec Agustine, nous avons trouvé Marie dans la cuisine, les tomates déjà coupées en tranches épaisses, charnues. Le four était allumé, une odeur de tarte ou de pizza montait. Salut Sacha, a dit Marie en me voyant entrer. Le fameux Sacha. J'ai senti contre mon visage ses joues fraîches, ses bises énergiques, joyeuses. J'ai senti l'odeur de ses cheveux, un peu mouillés encore d'une douche prise quelques minutes plus tôt. Pourquoi fameux, j'ai souri. Fameux de rien du tout. Allez, mettez-vous à table, c'est presque prêt. Nous avons porté les assiettes et la salade de tomates sur la petite table en fer au milieu du jardin, approché 4 tabourets. Nous nous sommes servis du vin, avons goûté les tomates. Marie s'est tournée vers moi d'un air joyeux. J'ai lu ton dernier livre. Il m'a obligé à le lire. Elle a ri en me montrant l'autostoppeur. J'ai souri. Il me l'a dit, ça me touche. On en a plusieurs, a repris Marie. Au moins 2 ou 3. Tous, a fait mine de s'indigner l'autostoppeur. On les a tous, même le tout premier. Marie s'est amusée de le voir si enflammé. Elle nous a regardés tous les deux. Il y a combien de temps que vous ne vous étiez pas vus? L'autostoppeur m'a fixé avec calme. Un bail, il a dit. Combien d'années? Je dirais bien 15. 16, j'ai renchéri. 17 même, pour être très exact. 17 ans, Marie s'est exclamée. Je me suis demandé s'il lui avait tout raconté, si elle savait ce qui à l'époque nous avait éloignés. Il m'a semblé que non. C'est beau de vous voir à nouveau ensemble, en tout cas. Nous avons approuvé. Agustine nous a regardés lui aussi, d'un air de chercher dans la scène ce que sa mère pouvait y trouver de beau. J'ai songé qu'il allait peut-être nous questionner sur ces 17 années de silence. Il n'y a pas pensé ou n'a pas osé. J'ai repris des tomates, vidé mon assiette plus vite encore que la première fois, bu le jus à la petite cuillère jusqu'à la dernière goutte. Marie a souri de mon appétit. Il paraît que tu traduis de l'italien, je lui ai dit. Elle a acquiescé. Des romans surtout. C'est à ça que tu travaillais quand je suis arrivé. J'attaquais la traduction d'un nouveau livre, Les Promesses de Lodoli, tu le connais peut-être. Marco Lodoli, un Romain. Elle a vu dans mes yeux que le nom ne me disait rien. Tu n'as jamais lu de Lodoli? J'ai dit non, un nom piteux. Elle a pris un malin plaisir à m'accabler, à m'affirmer que Lodoli était un des meilleurs écrivains italiens vivants, un des meilleurs écrivains vivants tout court, que je devais impérativement lire Lodoli, que ma vie en serait changée. Elle disait bien ma vie. Cela lancé comme un argument publicitaire qui a fait démarrer le déjeuner de la plus belle des façons dans un éclat de rire général. Ravis tous les quatre de voir Marie de si joyeuse humeur. J'ai demandé de quoi le livre parlait. Toujours de la même chose, la vie qui passe, le temps qui s'en va. C'est tout simple, il n'y a jamais rien de spectaculaire. Simplement, les hommes et les femmes qui naissent, grandissent, désirent, deviennent adultes, aiment, n'aiment plus, renoncent à leurs rêves, au contraire s'y accrochent, vieillissent, s'en vont peu à peu, remplacés par d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait raconter de plus, j'ai dit. C'est la seule chose à raconter. L'autostoppeur s'est levé. Ta pizza. Par la fenêtre, nous l'avons entendu se dépêcher d'ouvrir le four, en sortir le moule brûlant. Il est revenu avec un fin disque de pâte garni d'aubergines et de poivrons, nous a servi. J'ai senti la chair épaisse des aubergines m'emplir la bouche, le jus des poivrons imprégner mon palais, me brûler les gencives. C'est fameux, j'ai dit. Marie a souri. Les aubergines pourraient juste être un poil plus grillées, a dit l'autostoppeur. Il s'est fait huer, m'a regardé en se marrant. La prochaine fois, je te la ferai moi, la pizza, Sacha. Tu verras. Nous avons bu aux retrouvailles, sommes restés quelques secondes sans rien dire, étonnés tous les quatre de ce déjeuner presque familial.
de ma présence à cette table, si vite. On est allé au bout de la roubine, a dit l'autostoppeur. Au bout, ça s'arrête, le talus est coupé. Tout d'un coup, c'est la rocade. On a trouvé des bombes à graines, a dit Agustine. Il y a eu un temps, Marie m'a regardé. Et le prochain livre, il parle de quoi ? J'ai hésité. Je me méfie des livres dont on parle trop avant de les avoir écrits. On les termine rarement. Peut-être que c'est indiscret comme question. J'ai répondu non. C'est l'histoire d'une vieille dame qui voyage, va de ville en ville, de rencontre en rencontre. Une vieille dame à la retraite, qui n'a plus de contraintes liées à aucun travail, pas de mari, pas d'enfant, qui peut faire toute la journée ce qu'elle veut, quitter Paris, s'en aller voyager, décider de venir habiter à V. En gros, c'est toi. Exactement, sauf qu'elle voyage, moi pas. Au fond, c'est un bon résumé de ma vie, tu as raison. Je suis une vieille dame solitaire qui ne voyage même pas. Agustine m'a regardé en riant. Marie a laissé passer un temps. Mais pourquoi elle est vieille, cette dame ? Pourquoi tu n'as pas choisi une femme de notre âge ? Pourquoi pas un homme ? Pourquoi pas toi ? J'ai réfléchi. Parce que l'appétit de vivre m'impressionne encore plus chez ceux qui ont beaucoup vécu déjà. Ils pourraient être émoussés, blasés, mais non, le feu est toujours là, intact. Mais elle tombe amoureuse, ta vieille dame, a demandé Marie. J'ai dit non. C'est pour ça qu'elle est vieille alors, m'a piqué Marie. Ça règle la question du désir. Je me suis récrié, j'ai dit que j'avais vu des femmes presque centenaires continuer de tomber amoureuses, certaines avoir des amants. Mais dans ton livre, a dit Marie. Dans mon livre, non. L'amant de ma vieille dame, c'est le monde, c'est la terre entière qu'elle voudrait embrasser. Il y a eu un temps. Laissés en suspens, mes mots m'ont semblé fantastiquement cons. L'amant de ma vieille dame, c'est le monde. Ça rimait à quoi, ce charabia ? Est-ce que cela avait le moindre sens ? Agustine s'est levée. Avec l'autostoppeur et Marie, nous avons bu le café, continué de traîner dans le jardin en déplaçant la table pour suivre les progrès de l'ombre du grand laurier sur le sol. Puis un nuage sombre est venu couvrir le ciel. Il s'est mis à faire gris. C'est le signe, a dit Marie. Allez, j'y retourne. Elle est remontée. L'autostoppeur s'est levé, m'a dit « Viens, viens, je te montre le bureau que je me suis installé. » Il m'a entraîné jusque devant l'entrée d'une petite pièce attenante à la cuisine. Il a poussé la porte vitrée, pénétré dans une sorte de garage en ciment brut. J'ai regardé les étagères dressées le long du mur, rayonnage fait de planches et de briques toutes simples. Les livres posés çà et là, une étagère de romans, une autre de poésie, une autre encore d'essais. L'autostoppeur avait toujours préféré les essais. J'ai regardé les autres murs réservés au stockage d'outils, de caisses, de matériaux, de sacs de plâtre et de ciment. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien faire entre ces 4 murs. Quel genre d'heure il pouvait passer dans cette pièce presque sans fenêtre, déjà froide un dimanche de septembre, probablement glacée l'hiver. Tu bricoles beaucoup ? Ça m'arrive. Je fais des chantiers, toutes sortes de travaux. J'ai été un moment dans les charpentes. Ça n'arrête pas, on est toujours appelé, toujours plus loin. Les chantiers étaient longs, j'en avais marre. Je me suis mis à l'électricité, à la plomberie. Maintenant, je suis à mon compte. Je fais tout, maçonnerie, carrelage, salle de bain, cuisine. Plus de patron sur le dos, c'est fini. J'ai regardé ses mains, les mêmes que je lui avais toujours vues, un peu plus calleuses qu'autrefois peut-être, la paume un peu plus large. Il a ouvert un tiroir, en a sorti une épaisse enveloppe en kraft, me l'a tendue. J'ai plongé la main au fond, senti de petits rectangles de plastique fin au bout de mes doigts. J'en ai pioché une dizaine, les ai sortis de l'enveloppe pour les regarder. Des polaroïdes. Portrait d'un vieux couple photographié à l'avant d'un camping-car sur une côte bretonne. D'un menu camionneur sec comme du vieux bois, levant le pouce au volant de son 10 tonnes. D'un barbu un peu fort, en polo rose, sur un parking d'air d'autoroute au milieu de la nuit. D'un vieil homme chauve, à la peau burinée, bouche lipue, sourcils tirés en arrière, souriant au volant d'un coupé. « C'est qui ?» j'ai demandé.
c'est les gens que je rencontre. Ceux qui te prennent en stop, ceux qui me prennent dans leur voiture, ceux avec qui je passe du temps. Tu les photographies tous? J'essaie. Parfois j'oublie. Ou ils s'arrêtent à un endroit trop dangereux, j'ai à peine le temps de sauter, il faut qu'ils redémarrent. Mais chaque fois que je peux, je leur demande. Ils ne refusent jamais. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois, pas plus. Je suis resté à regarder les dizaines de visages d'automobilistes. Tu en as beaucoup? J'ai demandé. Je ne sais pas, peut-être 200, 300. J'ai commencé il y a 2 ans. Mon regard s'est arrêté sur une photo prise en plein centre de Paris, métro Château d'Eau, de bon matin, le carrefour encore désert. Un grand type à la barbe soignée, lunettes d'écaille, costume un peu raide devant sa BMW grise. Lui, je l'ai rencontré à presque 3 heures du matin. Là, il est 7 heures, il vient de me déposer. Ce type, on ne dirait pas, mais il vient de me sauver. J'étais à peu près foutu, coincé en pleine nuit sur une station-service entre Angers et Le Mans. Il n'y avait pas une voiture, à peine de temps en temps une équipée de fêtards venus chercher de l'essence avant de filer en boîte. Jamais rien pour moi. J'allais me résigner à passer la nuit là, et puis sa voiture est arrivée, vitres teintées, peinture grise impeccable. Un patron levé plusieurs heures avant le jour pour être à l'aube à Paris, sur un énorme chantier où venait d'exploser une canalisation. Un type sur qui je n'aurais pas parié un centime, et qui pourtant m'a tout de suite ouvert sa portière. À peine assis, je me suis endormi tellement j'étais mort. Il aurait pu se vexer, mais non. Quand je me suis réveillé, on était à hauteur du Mans. On a bavardé toute la fin du trajet. À 6h30, on était porte de Versailles, et comme il était en avance, il a poussé le chic jusqu'à me déposer rive droite. Nous avons regardé d'autres photos. Un jeune au sourire fatigué, toujours de nuit. Canette de Red Bull levée vers l'objectif, comme pour trinquer. Face éclairée par le flash, yeux rouges. Un homme au volant d'un utilitaire blanc, menton fort, polaire rural du travailleur habitué au froid. Lui, c'était dans le Nivernais, un ancien gérant de scierie reconverti dans la location de vélos. Pendant tout le trajet, il me montrait les arbres, me disait leur âge, ce qu'on pouvait faire de chaque espèce, combien de pertes tu avais à la coupe d'un hêtre, d'un sapin, d'un chêne. Quel gâchis c'était, cette nouvelle mode d'équarrir les troncs pour mieux les transporter par bateau à l'autre bout du monde. Et puis des secrets que je n'avais jamais soupçonnés, la conservation du bois par aspersion, le séchage des mérins, les efforts pour laver le bois de son tanin, la découpe millimétrée des grumes destinées au fût de vin, toujours dans le sens de la hauteur, du haut vers le bas, en suivant les rayons du bois. Tu m'étonnes que ça coûte les yeux de la tête. L'autostoppeur a reposé la photo du type en polaire, en a pris une autre, d'un type au sourire fuyant, dents abîmées, cernes creusées, joues mangées de barbe, quelque chose malgré tout de lumineux dans les yeux. Lui sortait tout juste de la prison de Tarascon, un gitan de Saint-Laurent-du-Var, fils de ferrailleur, qui m'a raconté comment son père autrefois découpait les voitures à la hache dans les casses, avant d'aller revendre la ferraille au poids. Il m'a expliqué qu'il avait failli mourir asphyxié à 7 ou 8 ans, en jouant à cache-cache sur une décharge. Il s'était planqué dans un vieux frigo, la porte s'était refermée. Il avait beau crier, personne ne le trouvait. Il entendait sa mère et sa tante l'appeler à tue-tête. « Zeppi, Zeppi, tu es où ?» Il hurlait en retour. De toutes ses forces, il hurlait, mais le son ne sortait pas. Finalement, sa mère a vu le bout de son écharpe qui dépassait, coincé dans la porte du frigo. Elle l'a sauvé de justesse. Il était déjà tout bleu. L'autostoppeur s'est tu. Par l'unique fenêtre du petit bureau, nous avons vu Agustine apparaître dans le jardin, se mettre à taper avec un ballon dans le mur. Bam. Le reprendre de voler chaque fois qu'il lui revenait dans les pieds. Bam. Le cuir s'écraser à chaque shoot contre le mur de pierre. J'ai promené ma main parmi les photos étalées sur la petite table.
Tu te les rappelles tous ? J'ai demandé. Pas tout ce qu'on s'est dit, mais des détails. Si le type me plaisait ou pas. La façon qu'il avait de parler de la vie. Un sentiment général au moment de se quitter à la fin. De simple reconnaissance pour le service rendu, ou de joie de s'être connu pendant 2 heures. Il n'y a pas beaucoup de femmes, j'ai fait remarquer. Non, c'est vrai. Mais quand même, il y en a. Il a fouillé dans la pile, en a sorti une photo sur laquelle on voyait une fille de notre âge en train de lui dire au revoir. Derrière, il y avait des pins, des oliviers, des chênes verts, des bouquets de genévriers. C'était quelque part au bord de la Méditerranée, la lumière était belle, un peu dorée, une lumière de fin d'après-midi. La fille avait la peau fantastiquement blanche, les cheveux très noirs. Elle regardait l'objectif avec défi, s'amusait à poser en riant d'elle-même, lunettes de soleil rejetées sur le bout du nez, sourcils froncés. « Elle est belle », j'ai dit. Il a approché le polaroid de la petite lampe de son bureau pour mieux voir son visage. Je suis resté avec elle tout le trajet entre Perpignan et Nice. Elle revenait d'Espagne, allait en Italie, prof de lettres à la fac de Bologne, amoureuse de Lobo Antunes, de Claude Simon, de plein d'auteurs avec lesquels tu m'as toujours bassiné. T'as pas peur de prendre des inconnus comme moi ? Je lui ai demandé à un moment. Elle s'est marrée. Tu crois quoi ? Je l'ai choisi ? Si je t'ai pris, c'est que je t'ai vu et que je me suis dit « Allez, celui-là, il me plaît, je veux bien faire la route avec lui. » Il m'a tendu la photo pour que je la regarde. On a parlé pendant tout le trajet, de la vie, de nous. Je lui ai posé la même question qu'à tous les automobilistes. Que faire ? La question de Lénine. Chez Lénine, c'est une pure question de stratégie, on ne peut plus concrète. Que faire pour réussir à prendre le pouvoir ici et maintenant, la Russie de 1917 étant ce qu'elle est ? Moi, cette question, je me la pose à propos de la vie tout entière, je lui ai dit. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire tout court ? De la vie, de la mort, de l'amour. L'autostoppeur a ri de lui-même avant de reprendre. Je ne sais plus ce qu'elle a répondu, je me souviens juste que j'aimais ce qu'elle disait, la façon dont elle le disait, sans emphase, sans grande leçon, en se moquant un peu de mes questions plus grosses que moi. Elle venait de lire Spinoza, ça l'avait marqué. Elle m'a raconté que pour Spinoza, chacun de nous était comme un petit nuage fragile, à chaque instant menacé de heurter d'autres nuages et de se dissoudre. Elle m'a dit que Spinoza n'utilisait pas l'image du nuage, mais que c'était comme ça qu'elle l'avait compris. Vivre, c'est maintenir entier le petit nuage que nous formons, malgré le temps qui passe, malgré les bonnes et les mauvaises rencontres. C'est réussir à faire tenir ensemble toutes les petites gouttes de vapeur qui font que ce nuage, c'est nous et personne d'autre. Depuis que j'ai lu Spinoza, je m'encourage, elle racontait. Je me dis, allez, petit nuage, avanti, fends vaillamment le monde, reste le petit nuage que tu es, sois-le toujours plus, un petit nuage vaillant et unique. Parfois je tombe amoureuse, elle disait. Je rencontre un autre nuage qui me plaît très fort, et l'autre nuage me bouscule. Son intégrité chamboule la mienne. Nous ne pouvons empêcher nos parties de se mêler. Tous les deux nous sommes un peu confus. Je suis heureuse, je suis triste, tout est brouillé. Il me faut du temps pour m'habituer à ce nouvel état. Et puis petit à petit je me retrouve. Je me ressaisis au sens propre. Vaille que vaille, je ramasse les parties de moi-même. Le petit nuage que je suis reprend son chemin. Pas mal, j'ai dit. Pas mal, oui. Finalement, tu t'en souviens très bien. Mieux que je ne pensais, il a dit songeur. Dehors, le ciel s'est découvert. Le soleil est réapparu, ravivant le vert de l'herbe. J'ai senti qu'il hésitait à continuer. Il s'est passé quelque chose de beau pendant ce trajet-là, il a repris après un silence. À un moment, la fille a quitté l'autoroute. Je me rappelle ces mots. Il y a un endroit où je veux t'emmener.
cela dit d'un ton calme, décidé, qui ne me laissait pas le choix. On arrivait à hauteur de Cassis, j'ai pensé qu'elle voulait me montrer une calanque, mais elle a pris une petite route qui grimpait dans les collines. Pendant 10 minutes, on a serpenté parmi les vignes et les oliveraies. La route est devenue une piste. À la fin, on s'est garé sous un bouquet de chênes verts, on est descendu. Je l'ai suivi jusqu'à une tour en béton, d'où on voyait très loin à la ronde. C'est une vigie que j'ai gardée autrefois, elle a dit doucement. Avec un amoureux, un Français, il y a peut-être 10 ans. On a passé tout l'été là, sur cette colline, à guetter les départs de feu, à signaler la moindre fumée de barbecue dans la plaine, le moindre feu de jardin. Des journées entières seules, sans une visite. D'autres à recevoir des visites d'amis, à se retrouver à dormir à 15, à 20 tentes là en contrebas. Une fois, c'est nous qui avons failli foutre le feu, elle a ri. L'autostoppeur s'est tu. Je l'ai imaginé dans la tour avec la fille, dans le soleil, au milieu des arbres. Je me suis demandé comment son récit allait finir. On est resté là 10 minutes à respirer l'odeur de résine, à regarder la mer au loin. Et puis on est reparti. Il s'est tourné vers moi, m'a regardé en souriant d'un air paisible. On est reparti, et 1 heure plus tard, elle m'a déposé sur une aire d'autoroute près de Nice. Elle a donné un dernier coup de klaxon, et elle a disparu. Vous vous êtes revus ? J'ai demandé après un moment. Il a secoué doucement la tête. Non. T'as toujours son adresse ? C'est bête, mais non. Je n'ai pas pensé à la prendre. C'était il y a 2 ans. Maintenant, je note toujours un numéro, une adresse mail au moins. Nous sommes restés silencieux. J'ai à nouveau regardé la fille sur la photo. Je les ai imaginés tous les deux, quittant l'autoroute pour aller se perdre parmi les collines. J'ai désiré très fort être moi aussi dans une voiture avec cette fille. J'aime penser qu'elle est là quelque part, il a repris. À Bologne, ailleurs. Penser que, sauf miracle, je ne la reverrai jamais, qu'elle ne sera passée dans ma vie que ces quelques heures, que ça aura été de belles heures, assez belles pour compter plus dans mon souvenir que plein d'histoires vraiment vécues. Nous sommes ressortis du garage. La lumière au dehors nous a frappés. Papa, tu viens ? A dit Agustine en continuant de taper dans son ballon. L'autostoppeur a marché vers lui, reçu la balle, fait 3 jongles avant de la lui rendre. Attends, je raccompagne Sacha. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de Marie. Je l'ai vu qui nous regardait. Ça va les garçons ? Ça va, j'ai dit. Sacha, je t'ai mis le dernier Lodoli sur la table de la cuisine. Emporte-le, ça me fera plaisir. Je suis entré dans la cuisine, j'ai vu le livre. Un volume de 300 à 400 pages, à la couverture blanche et bleue, aux pages souples. Sur la couverture, j'ai lu « Les prétendants » et en plus petit, en dessous, « La nuit », « Le vent », « Les fleurs ». À quoi ai-je su que ce livre me bouleverserait ? Je suis ressorti dans le jardin pour la remercier par la fenêtre. Je leur ai dit au revoir à tous les 3. Je suis rentré chez moi.